Qu'est-ce que vous pensez du résultat final de cette pièce qui renvoie au temps, mais aussi à notre futur? C'est le temps futur ou c'est le temps actuel? C'est le hors-temps. C'est une pièce visionnaire ou c'est une pièce... Hors-temps. 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 Hors-temps, c'est la mort. Non. Non. La mort, c'est quoi? Le héros meurt devant l'œuvre d'art. Donc l'œuvre d'art ne meurt pas. Si on veut parler de la mort. Donc, la mort qui respire, c'est autre chose. Mais la mort, ce serait l'arrêt du mécanisme. Le temps continue ici. Absolument. Parce que c'est l'œuvre d'art. L'œuvre d'art est immortelle. Total. Si j'ose dire. Donc c'est une espérance de vie, finalement. Mais c'est l'éternité. Oui, c'est l'éternité. Oui, oui, c'est l'éternité parce que je pense, je crois, mais c'est pas l'espérance de vie dans le sens où la question qu'avait déjà posée avant moi Shakespeare dans Le Roi Lear, donc de la mémoire, des choses comme ça. Je crois pas de son sens-là, de l'amnésie. Donc plutôt l'éternité, oui, c'est on veut dire une éternité qui montre entre le chemin et la maison. On peut dire c'est pareil, n'est-ce pas? Mais c'est pas, ça veut dire une éternité où on n'a pas besoin du savoir. Parce qu'on a le non-savoir. Je crois. Qu'est-ce qui donne finalement le savoir? C'est l'expérience. Le boxeur sur le ring n'a pas le temps de penser. J'espère. J'espère. Mais il donne, il reçoit. Un artiste... Mais il donne, il reçoit. C'est ça le boxeur. Et l'artiste, c'est pareil. Il donne, il reçoit. C'est pour cela qu'il est poète. Je crois. Tu aurais pu jouer dans un film de Pasolini. J'aurais bien aimé, mais hélas. Tu as le physique. Tu as le physique pour ça. Hélas. Voilà, peut-être... Moi, j'ai une chose qui me... Peut-être que pourquoi pas, dans une renaissance. Oui. Tu crois à la renaissance? Comme utopie ou comme... Comme réalité. Comme réalité. La vie est un cycle. Oui, mais la renaissance, pour moi, c'est tous les jours, chaque instant. Et tout est réalisable. Tu es un grand poète, finalement, doublé d'un philosophe. Vous savez, moi, quand on me fait des compliments, je ne sais jamais quoi faire. Mais si on m'attaque, je sais. Je deviens boxeur. C'est pas un compliment. Ça, c'est bien. Oui. C'est bien. Là, tu as fait de la boxe dans ta vie? Tous les jours, regarde. Tous les jours, chaque instant. Bien, mais tu vois pas que je transpire. Quand tu parles du diable, tu penses vraiment ce que tu dis? C'est que le diable a remplacé Dieu aujourd'hui? Le diable a remplacé... À quel moment j'ai parlé de diable? Quand?
Mais quand Mon tu parles, rire satirique. C'est ça. Ah, voilà. Voilà, je comprends mieux. C'est mon rire satirique. Je comprends mieux. Parce que quand j'étais à l'école, j'ai eu un avertissement par les professeurs, ils voulaient me virer de l'école. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit? Rire bizarre. Adel Abdesemet, ce fameux chant du chœur de l'Armée rouge, Oui. je ne l'ai plus en mémoire. C'est quoi encore? Ben, ça chante au Chichornia. Voilà. Mais oui, mais l'air, c'est quoi l'air? On va reprendre après parce que... Il va me faire chanter Non, non, mais, non, je chante pas, moi je te fais chante pas pas. chanter. On enchaîne la télé. Pardon. Ce que je voulais dire par là, on ne décide pas de devenir artiste. On ne décide pas de dire, ok, je vais m'enfermer dans ma chambre et je vais écrire un roman. Et ce roman, je vais parler du suicide ou de sujet quelconque qui peut parler de la mort ou de la vie ou de l'amour peut-être. Vous savez, c'est très vite raté. C'est raté. On ne peut que rater. Tout d'abord, nous sommes des passeurs. Nous, on traverse, n'est-ce pas? Des passeurs, ça veut dire on nourrit les autres et les autres nous nourrissent. Moi, j'ai enseigné dans une école d'art, plutôt à MIT, qui est une université. Et j'étais bien nourri de mes étudiants, mais j'ai nourri aussi mes étudiants. Donc, c'est un partage. Donc, c'est ça le sens de dire aussi que nous sommes des passeurs, n'est-ce pas? La réponse par rapport que l'art qui m'a choisi, je ne l'ai pas choisi. Il y a quelqu'un avant moi qui était Foucault qui disait « Nous sommes travaillés par le non-savoir ». Le non-savoir. Moi-même, dans mon studio, je réalise un geste, etc., etc. Parce que tout simplement, ces images me hantent, en vérité, qui nous hantent tous. Donc, moi, en tant qu'artiste, ça s'impose en moi et pour ne pas dire m'en débarrasser, je veux les faire sortir pour passer à autre chose. D'une façon très violente, très douloureuse, mais parce que ça revient. Quand on dit une œuvre autobiographique, je raconte pas mon déjeuner ou ma date, etc., ou de naissance ou mon lieu. C'est quelque chose qui est nourri et chargé de beaucoup d'événements, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses, beaucoup de profondeur. Et c'est ça qui fait le... Comment ? C'est quand même très lié à vos origines, à votre histoire personnelle aussi, dès le départ. Non ? N'importe quel écrivain, James Joyce, il a combattu toute sa vie sa religion. Il a fui Dublin. Une œuvre d'art, on ne peut pas la réduire à la petite histoire ou à l'anecdote ou la grande histoire. On ne peut pas la réduire. Elle est multée en vérité. Et la fonction de l'art aujourd'hui, c'est quoi? Oui. C'est d'être chroniqueur du monde ou d'être... là, d'après ce que vous racontez, on a l'impression que l'art sert de thérapie à vos angoisses, de catharsis. Est-ce que pour le spectateur qui regarde vos œuvres, il y a aussi cette forme de catharsis qui doit jouer? Oui, mais on ne peut pas réduire une œuvre d'art à une sorte même de divan de la psychanalyse ou de toutes sortes de psyché qu'on doit les régler comme un divan ou quelque chose comme ça. C'est pas vrai. Vous savez, le carré noir de Malevich, il est rempli, il est chargé de sexualité, d'orgie et de violence et de bataille dedans.
Et parce que vous parlez de fonction de l'art et tout ça, l'artiste, c'est comme si on a le sentiment qu'un artiste un jour il va reprendre sa retraite. Je vous le rappelle parce que vous le savez, j'en suis sûr, que Michel-Ange a commencé à peindre à l'âge de 70 ans la chapelle Sixtine et les Nafia par Monet, c'était à l'âge de 74 ans. Donc il faut rester un peu de temps. Et donc il y a beaucoup de batailles, donc je crois, et beaucoup de rêves fous qu'on doit les réaliser et les faire. Et on ne peut pas les réduire justement comme une sorte de raconter, comme un narrateur, un chroniqueur. Je pense que bien sûr que nous sommes témoins de notre temps. Vous parlez de Michel-Ange. Michel-Ange travaillait sur commande. Hein, la commande du pouvoir de l'époque qui était l'Église. Vous savez, il était poète, il a écrit des poèmes sublimes, tout d'abord. Et Michel-Ange, ils ont signé leurs œuvres. Donc, pour la première fois, les artistes de l'art, on a vu comme Léonard de Vinci, comme Tintoret, comme Giotto, tout ça, ils ont signé leurs œuvres. Je remarque que certaines de vos œuvres sont signées, d'autres pas. Pourquoi? D'autres pas. Parmi les soldats, oui. la série des soldats, il y a des signatures et... Donc il y a des œuvres que vous ne signez pas. Pourquoi? Oui. Je vais vous dire, à un moment donné, je vous assure, quand j'ai signé le premier soldat, le deuxième, après j'ai honte. Pourquoi ça? Mon nom avec des soldats, j'ai honte. Et donc vous avez arrêté? J'ai arrêté. Et donc tout est mélangé alors. Il y a des séries. J'ai trouvé que j'étais pas digne de me mélanger avec ces soldats. Mais pourquoi vous les avez Donc c'est un hommage. C'est pas un hommage. Je peux pas dire un hommage. Plutôt, vous savez, je voulais dire que on est rentré dans un siècle qui est rempli de dangers, de promesses. Il y a des promesses dedans. Et j'ai envie de dire ça. Et c'est là Soldaten qui parle de ça, parce qu'on ne sait plus. Ils sont là pour nous protéger, pour nous menacer, pour nous attaquer. Oui. Et on a le sentiment, maintenant, la ville, c'est comme dans un château fort, en vérité, et avec des remparts, etc. Et on est dans sa société de contrôle, de surveillance dont il parlait. Foucault, elle s'est multipliée, elle s'est vraiment développée, en vérité. Bien, comment est-ce qu'elle s'insère, cette salle, avec tous ces soldats, dans la globalité de l'exposition? Plus généralement, qu'est-ce que vous voulez signifier à travers cette exposition? Quel est le propos de l'exposition, de ces soldats? De l'exposition globale. Quel est le propos Est-ce qu'il y a une narration? Est-ce qu'il y a un message? Il n'y a pas de narration, il y a un geste. Un geste, oui. Il y a un geste, il y a un acte, en vérité. Et cet acte qui réunit deux choses pour moi, vraiment, qui réunit le temps, le temps, et qui réunit le multi, ça veut dire le collectif, le groupe, et l'intime de l'individu, tel que Bristow, et tel que ces soldats dans le cœur de l'armée rouge, que je les ai arrachés de la mort. En vérité, ils sont morts, mais moi je les ramène parmi les vivants. Et donc, je pense, le message, c'est le groupe, l'intime, bien sûr l'individu, et le temps. Le temps qui continue, avec un tapis qui rythme l'exposition. Et qui nous ramène face à cette horloge. Exactement. Qui est quoi voilà. C'est une prison, vous figurez cette horloge. Mais je ne sais pas pourquoi que j'aimais aussi des éléments dans cette horloge où on ne voit pas justement les chiffres, et parce que pour donner un côté hors du temps, mais on a un songe de ces chats, chiens,
comme un rêve, qui sont... Et ça s'appelle moutarde pour le gaz? Et en vérité, je ne l'ai pas voulu, hein, en vérité. Je l'ai appelé moutarde parce que j'ai un ami qui mettait toujours pour ses chats, qui se disputaient, jalouse, etc., qui allait pisser dans son lit, tout ça. Donc il met à côté de son lit de la moutarde et elle ne vient pas. Alors, la question que j'aimerais Voilà. vous poser, Oui. vous prenez toujours le point de vue de l'occidental. Pratiquement dans toutes vos œuvres, bon, on voit des soldats armés, mais on ne voit jamais de terroristes armés. Pourtant, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes musulman Non, je ne suis pas musulman. Vous êtes athée. Vous vous considérez comme un... Non, je ne peux pas dire athée parce que l'athéisme, c'est déjà une religion. Vous savez, les Grecs, ils ont inventé un totem et qu'ils l'ont appelé Dieu des athées. Donc, ils ont tout rationalisé. Et comme vous êtes un occidental, et très rationnel plus que moi, parce que moi, je l'ai dit tout au début, je suis quelqu'un qui marche sur la braise et sur le charbon comme un fakir. Donc, si vous me dites que je ne plaisante pas le terrorisme, je pense que je le plaisante pas, pardon, si je n'ai pas fait d'œuvre, si, il y en a de nombreuses œuvres où je parle de la dynamite, de la bombe. J'ai fait au Qatar une œuvre qui l'aura beaucoup dérangé, c'était le socle, et avec le vase d'ailleurs que j'ai choisi, vraiment syrien, que j'ai agrandi presque à 6 mètres, sur un socle de dynamite, d'explosifs. Je pense que, bon, voilà, peut-être c'est le résultat parce que j'ai passé plus de temps maintenant en Occident, si vous voulez qu'on parle comme ça. Moi, je ne viens pas de l'Orient, donc je ne peux pas parler. Est-ce que vous êtes connu en Afrique du Nord, enfin dans le milieu artistique ils connaissent Mounir Fatmi, beaucoup, au Maroc, mais Abdessemet, moins. C'est Non, j'ai pourquoi? jamais Parce que vous n'avez exposé. pas de galerie, vous Non, j'ai jamais n'avez jamais exposé. exposé Non. au Maroc, en Algérie. Non, moi je viens d'Algérie plutôt, mais j'ai jamais exposé en Algérie, oui, par exemple. Ça ne vous manque pas de... Non, pas du tout. Pourquoi? Pareil, pour arriver en Algérie, donc je vais réfléchir, qu'est-ce que je leur montre, qu'est-ce que je leur montre pas. Eh bien, plus de 90% de mes œuvres, ils seront censurées. Donc, vous savez, c'est quand même, ça reste certains pays comme ça, tel que l'Algérie, pour un mot, on peut vous mettre en prison. Jean-Luc Godard, il disait, une image simple, ça ne veut pas dire quelle simple image. C'est une simple image. Donc, Qu'est-ce qu'il y a sous l'image? qu'est-ce qu'il y a sous l'image? Des décombres. Vous êtes quelqu'un de pessimiste ou plutôt résolument optimiste? Donc, au fond, le désespoir, mais à l'intérieur, la force de créer. Et de vivre. Comment? Et de vivre. Ah, vous savez, Schopenhauer, il parlait justement de ça. De la vie qui était que souffrance et ennui. Donc, c'était ça, je crois, la volonté de puissance. Mais plus généralement, comment est-ce que vous présenteriez votre travail à une personne qui ne le connaîtrait pas? Qu'est-ce que vous cherchez à faire, à provoquer chez le spectateur, chez le regardeur? Marcel Deschamps, ils disent que l'œuvre d'art, elle est faite à partir du moment où celui qui la regarde. Je vous ai dit, hein, j'ai commencé pour dire que je suis un passeur. Donc, le public, moi, je le respecte et je l'apprécie beaucoup. Je le considère. Donc, il est dans une centralité. Je ne le méprise pas, je ne l'écrase pas. Au contraire. Donc, je dialogue avec lui. Je pense que Maria Rilke, il a dit tu dois changer ta vie. Et c'était cette phrase-là, je crois qu'une œuvre d'art,
si on sait comment la regarder, ça peut changer ta vue au moins les quelques heures, ou la minute, ou la seconde. Et, Au bout du compte, au bout du bout dans vos œuvres, ce qui est le plus important, c'est le poids politique ou la dimension poétique? c'est une bonne question. Mais je vais vous la répondre. Parce que normalement, ce n'est pas une question à donner réponse définitive. Il faut que la réponse, il faut qu'elle soit en mouvement. Parce que sinon, ça devient comme les tables de la loi. Et, vous savez que dans l'Exode, l'Ancien Testament, tu ne feras pas d'image. Tu ne feras pas d'image de ton Dieu. Tu ne feras pas de tatouage. N'est-ce pas? Etc. etc. Donc, tu ne feras pas d'image, hein, pour répondre. Donc, il y a un jour, un journaliste, modestement, rencontre Bernard Newman et lui posait la question. Est-ce que vous êtes un artiste formaliste et c'est curieux, je vois rien de politique dans votre œuvre, mais vous avez un discours extrêmement politique. Et il lui dit, si vous comprenez mon œuvre, l'intérieur de mon œuvre, ce qui est caché, comme il l'a dit, il n'y aura plus de napalm, de bombes et de militaires. Dans la pierre tombale de Marcel Deschamps, c'est écrit « La mort, d'ailleurs, c'est toujours les autres. Oui. N'est-ce pas? Donc, je pense que c'est notre temps, c'est notre. Je ne sais pas, mon Dieu, comment vous. On peut aujourd'hui parler ou penser ou produire quoi que ce soit sans ça. J'arrive pas à voir quelle est l'œuvre ou comment on peut faire un art qui peut. Non, la joie, c'est quoi? On a une part de notre enfance qui est au fond de nous et on a toujours cette joie et merci, c'est pas un cadeau. Et j'espère que personne ne peut nous l'arracher parce qu'on on doit l'avoir, même si elle est cachée, dissimulée. Mais comment aujourd'hui l'art peut passer à côté ou Il serait déconnecté de la réalité. Comment quel type d'art? Quel type Sur la pierre tombale d'Abdessemet, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on marque? Tout d'abord, j'ai des projets que je vais les commencer même à l'âge de 74 ans. Non, mais imagine, on peut rêver. Voilà. La pierre tombale, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on grave? Marx, il a dans sa pierre tombale, il a dit la philosophie, elle a voulu expliquer des choses sur l'être. Lui, il voulait le transformer. Non, mais je parle de vous, de tout. Oui, de moi, oui. Pourquoi le charbon, cette matière, vous intéresse tant Oui, vide. Pas mal. Pour revenir sur un point de vue vraiment technique. Mais Ceci, c'est pas de Yves Klein. Mais d'un point de vue technique, pourquoi est-ce que le charbon est une matière qui vous intéresse tant? Qu'est-ce qu'il faut les particularités? Pourquoi est-ce que vous séduit cette matière? Je vous assure, cette matière-là, ma grand-mère, quand elle faisait quand j'étais petit, elle préparait en fait de la couleur pour faire un barnos, c'est vraiment quelque chose comme ça. Pour le noircir, elle mettait du charbon. D'accord. Et ça m'a marqué indélébile. Et plus tard, très très vite, j'ai pris conscience que les fresques d'Alasco, c'était peintes par des femmes. Eh bien, écoute, entre ma grand-mère
et toutes ces femmes, moi j'ai dit pourquoi pas de faire une place là. Et donc, Quand vous voilà. parliez de charbon blanc, vous faisiez référence à quoi? À la fée blanche de Mallarmé. Il y a un monde là. Et comment est-ce que vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous vous transpercez avec une lance dans cette vidéo? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi cette image? Oui, parce qu'à chaque fois j'échappe à la mort. C'est pour D'accord. cela que je ne me retourne pas. D'accord, très bien. Et ça fait une boucle alors avec ce qu'on voit à la fin, parce que à la fin, vous faites référence au temps, vous matérialisez le temps, finalement, vous faites du temps une matière. Donc il y a une boucle entre le début qui fait référence au Là, c'est ça au temps, l'exposition comme corps. C'est ça. comme Oui. un corps. Ouais, Et, on traverse. Et comment est-ce que vous avez alors décidé d'organiser les œuvres de cette façon? Comment est-ce que vous avez conçu le parcours finalement? Est-ce qu'il y a parce que vous parliez de dialogue entre toutes les œuvres, comment est-ce que vous avez choisi de mettre ces œuvres les unes, dans ce sens-là En fait, en musique, c'est quelque chose de très très ancien. Dans le latin, je crois, moi je suis ignorant dans ces matières-là, on dit les contoniums, et je crois que c'est les Arabes, ils disaient les makams. Donc l'idée de cette idée de répétition, mais avec des ruptures comme ça, et ça a été utilisé beaucoup dans la musique, ce qu'on appelle la new music, et dans même la musique expérimentale électronique. Et en art, il y a eu ce qu'on appelle la Fibonacci, donc de Mario Merz, comme de Judd par exemple, sans parler d'autres. Hein. Et donc dans ça, voilà, mais dans le cinéma, si on prend 8,5 de Fellini, vers la fin, il montre aussi son alter ego, le journaliste qui pose les questions, rupture, les gens qui descendent comme ça, l'orchestre de cirque qui tourne, la femme qui interrompt, qui parle, l'autre qui filme sa mère, etc., le prêtre, etc. Donc ces choses comme ça, rythmées et inattendues, moi, plutôt, j'essaye toujours d'être plus proche de ça que, par exemple, la Fibonacci de Judd ou des choses comme ça. Répétition, répétition, répétition. Je préfère vraiment les makams parce qu'il y a les ruptures. Je préfère les contoniums, il y a des ruptures que la Fibonacci. Il y a aussi un lien avec la structure du musée, parce que le chat qui descend l'escalier, vous l'avez mise là, cette vidéo, parce qu'il y a les deux escaliers, c'est ça en fait. Oui. Il y a un dialogue aussi avec ça, c'est l'espace le plus difficile dans le musée, vraiment, sincèrement. Je me souviens, Yvon Lambert, quand on avait visité, il m'a dit « Je pense celui-là, il faut le supprimer, il ne faut rien mettre. Ouais. » Voilà. C'est un endroit, et Denis me posait chaque fois, alors, est-ce que tu as réfléchi sur cette cerise? À chaque fois, je lui dis, la cerise, c'est à la dernière minute. Et à chaque fois, il me dit, est-ce que tu as trouvé quelque chose pour là-bas? Je lui dis, ça viendra. Et voilà. Et moi, est venu le chat. Le chat, je pensais que au départ, je pensais que c'est comme un chat qui se réveille de l'horloge, qui va descendre. Là, finalement, le contraire. Il a descendu les escaliers pour aller dormir. Parce qu'il commençait à étudier la quantique. Et pourquoi? À chaque fois, il y a une part de hasard qui faussait complètement sa définition. Et là, il a dit, il y a une part de hasard. Et à ce moment-là, quand la venue des nazis, tout ça, qu'il a participé avec Adorno, ou même Freud, etc., qu'il a écrit sur notre sort historique, tragique, archaïque. Et là, il a parlé qu'on est travaillé par des fantômes, etc. Pour la première fois. Jamais il a cru, jamais, qu'il allait penser de dire ça. Donc voilà la quantique des quantiques.